c'est pas une bonne manière de faire. Si vous croyez pas, vous faites croire que vous croyez pas à votre projet, il y a personne qui croira à votre place. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Sophie-Marie Larouille. Elle est auteure et comédienne. Elle vient de publier son premier roman, L'Art de la guerre 2, que j'ai beaucoup aimé. C'est un manuel de survie pour les sensibles écrit au premier degré. C'est également son premier succès commercial et nous verrons que tout est lié. SML raconte son parcours de la petite fille des Vosges à la romancière de Paris. Elle raconte sa survie dans un monde où elle ne trouvait pas sa place, insiste sur l'importance de se prendre au sérieux et donne des conseils à ceux qui veulent écrire. Nous sommes rejoints en fin d'épisode par un invité surprise. Je ne vous en dis pas plus. Pensez à vous abonner à Nouvelle École sur iTunes ou Apple Podcast pour nous faire monter dans les charts. Et bonne écoute. Alors, je m'appelle Sophie-Marie Larouille et les gens m'appellent souvent SML pour pas se tromper parce que sinon ça finit toujours par... Ils savent jamais si c'est Sophie, si c'est Marie ou si c'est Sophie-Marie. Mes parents m'appellent Sophie. Ouais. Et les gens qui veulent se prendre la tête m'appellent Sophie-Marie. Voilà. Donc tu peux y aller sur SML si tu veux. Eh ben, on va dire Sophie-Marie. Allez. Donc Sophie-Marie, tu es... en fait, selon les sites, mais généralement il y a marqué que tu es auteure et comédienne. Ouais. C'est ce que tu dirais que t'es. Oui, tout à fait. Et tu viens de sortir un livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle L'Art de la guerre 2, qui n'a pas grand-chose à voir avec L'Art de la guerre 1, mais qui est en fait ton premier roman, complètement autobiographique. C'est autobiographique, oui. Et qui retrace divers événements de ta vie, et à travers lesquels on va voir tes observations du monde, etc. On va parler du bouquin, on va parler de ton parcours, on va parler d'à peu près tout. Mais en fait, je voulais commencer par la question la plus basique et la plus naïve, mais c'est pourquoi t'as écrit ce bouquin en fait? Parce que j'aurais bien aimé le lire. Donc du coup, j'ai... Ça c'est la truc qui c'est qui dit ça tout le temps? C'est Kian et Navo qui disent. Ah, c'est possible, oui. C'est un truc que j'ai envie de voir, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est un peu le délire, hein. En fait, je lis beaucoup depuis toujours. Parce que même s'il n'y avait pas trop de sous à la maison, ma mère, elle a travaillé au comité d'entreprise, donc tu le sais puisque tu as lu le livre. Oui. Et on avait des bons moins chers pour le Forum des livres à Saint-Louis 68 en Alsace, que j'embrasse d'ailleurs. Et donc j'ai toujours beaucoup lu et j'ai scotché sur des auteurs genre quand j'étais jeune, genre Faizagen, Rachid Jaidani. Je hoche la tête, mais je connais pas. Hein. C'est Rachid Jaidani, c'est un gars qui a écrit un livre qui s'appelle Bunker et qui m'a cassé en deux parce que moi quand je lisais des livres j'avais toujours l'impression que c'était justement donc vous lirez le livre et vous comprendrez des meufs de l'île-dieu qui avaient le droit d'écrire des livres, donc des meufs tout bien comme il faut, des normaliennes, machin, et quand j'ai compris que on pouvait être autre chose que quelqu'un du sérail et écrire des livres, ça m'a fait péter un câble. Enfin, je me disais pas encore que j'avais le droit d'en écrire, mais t'as compris ça à quel âge? Ouh là là, il y a pas longtemps. Ok. J'ai compris que j'avais le droit d'écrire et de produire quelque chose à 26 ans, un truc comme ça. Donc, ce qui est quand même, tu vois, il faut s'occuper le temps de comprendre ça. Et bon, voilà, comme j'étais fâchée tout le temps, là, je suis un peu moins fâchée. Enfin, je suis fâchée pour d'autres choses. Du coup, c'est bien, ça me fait plaisir de pas avoir les mêmes vieilles rengaines. J'étais fâchée tout le temps et j'avais besoin de le mettre quelque part. Et voilà pourquoi j'ai écrit ce livre, pour que d'autres qui sont fâchés aussi comprennent que ça va s'arranger. Ça fait que t'as mis combien de temps à l'écrire? Ça fait combien de temps que tu bosses dessus? J'ai mis 1 an à l'écrire, mais pas 1 an en entier. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir un endroit où j'ai une copine qui habite dans l'Hérault, dans un village vraiment paumé où il n'y a pas d'internet. Et donc j'ai fait 5-6 sessions d'une semaine pour aller l'écrire chez elle, et ce qui m'a donné ma V1. Après, il était toujours temps de retravailler dessus, mais en tout cas, voilà. Donc, parce que toi, ce qui est intéressant, pour le coup, ça me parle, et ça me parlait beaucoup quand j'ai lu le bouquin, c'est que t'as pas grandi à Paris. Pas du tout. T'as grandi dans les Vosges. Oh oui. Et on ressent vraiment dans tout ce que tu décris un côté, les possibilités sont fermées, tu sais, et il y a pas de perspective. Et ça m'a vraiment fait penser, quand je lisais ton bouquin, à là où j'ai grandi, parce que je trouvais, tu sais, à un moment tu dis, on voit vite qui ne va pas s'en sortir. Et pourquoi en fait on voit qui va pas s'en sortir, selon toi?
Parce que il faut vraiment beaucoup de courage pour pas faire de conneries quand t'es dans un désert culturel et communicationnel et social et tout. C'est vraiment chaud. Nous, on faisait des conneries parce qu'on se faisait chier en fait et que personne s'occupait de nous. Et si j'avais pas mis une force incroyable à essayer de continuer à être fâchée, à continuer à réfléchir à ce que je voulais faire, j'aurais rien fait. Là, je tiendrais les murs. Voilà, donc moi je pense pas qu'on fasse des conneries parce qu'on est méchant ou qu'on est mauvais ou que machin. Je pense qu'on fait des conneries parce qu'on se fait chier. Qu'est-ce qui faisait que toi, du coup, t'avais envie de sortir de ça? Mes parents sont gentils et même s'ils m'ont pas guidée, ils m'ont toujours soutenue. Donc c'était à moi d'avoir les idées, mais une fois que je les avais, ils étaient derrière moi, quoi. Ils m'ont pas dit non, artiste c'est pas un métier, auteur c'est pas un métier, comédienne c'est pas un métier. Ils m'ont jamais dit ça. Ils m'ont toujours dit mais oui, on savait que tu ferais ça. Et j'étais là mais putain, mais vous auriez pas pu me le dire avant, vous auriez pas pu m'aider. Donc bref, ça c'est un autre sujet, mais j'avais envie de voir autre chose, tu vois. Je comprenais que j'avais des incapacités. Intellectuelles. Des incapacités? Ouais, genre il y a des choses que je ne savais pas faire. Comme quoi, par exemple? Tenir un débat, avoir une idée précise et la défendre, des choses comme ça, tu vois, ou savoir comment m'y prendre pour m'en sortir, justement. Nous, dans ces milieux-là, attention, je fais pas de misérabilisme, hein, je suis vraiment très contente et voilà, mais on est en survie. On n'a pas le temps de réfléchir. Comme je dis dans le livre, c'est des trucs de duc de réfléchir, tu vois. Et nous, on était juste, ok, comment je fais pour arriver à demain, pour payer ma pitance et voilà, et pas tomber dans une relation nocive. En gros, c'était les 3 gros points de réflexion, quoi. Donc ça va pas loin dans l'accomplissement personnel. À cette époque-là, t'écrivais déjà? T'as commencé à écrire quand t'étais petite ou... Oui, j'ai toujours écrit en fait, mais sans vraiment le conscientiser, tu vois. Parce qu'encore une fois, on était en survie, mes parents m'ont jamais poussé à le faire, ils me laissaient faire. Donc d'ailleurs, j'ai tout brûlé. Ah bon? Mais brûlé littéralement? Brûlé littéralement, ouais. Toutes les photos, j'ai 7 ans de blanc. Parce que un jour, je sais pas, j'étais folle, j'étais en dépression. T'avais quel âge? Une vingtaine d'années, un truc comme ça, 23, 24. Et j'ai mis tout dans un tonneau, toutes les photos, les albums, les les carnets que j'avais, tout, et j'ai tout brûlé. C'est dommage parce que franchement, c'était stylé. Bon, c'était un peu émo en mode la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie, tu vois, mais ça va, c'était ok, quoi. Bon. Mais par contre, j'ai auto-édité un recueil de poésie quand j'avais, pareil, 20 ans, un truc comme ça, qui est quelque part là d'ailleurs. C'est tellement premier Doug, mais c'est vraiment genre, où es-tu mon marin, quoi, tu vois, vraiment, c'est chaud. Mais oui, j'ai toujours eu envie de faire ça, et quand j'avais auto-édité ce truc-là, j'étais en furie parce que je me disais, waouh, pour moi, j'étais à mon max, tu vois, de reconnaissance et d'accomplissement. Donc là maintenant, t'imagines comment je suis saucée, mon gars. Parce que là, ton livre, il marche bien. Ouais. Tu me disais tout à l'heure, quand je suis arrivé, ça fait du bien d'avoir un truc qui marche. Exact. Je disais ça parce que juste avant qu'on sorte le livre, il faut savoir que mon éditeur, il est chambé, c'est le meilleur dans ce qu'il fait. Il est à la fois très intelligent, très comment on appelle ça? Je fais le geste, mais du coup on est en audio, donc on voit pas. Tu fais un geste de la main qui pousse. Pudique, enfin je sais pas comment dire, discret, tu vois. Et très sensible et tout. Donc bref, j'en arrête là parce qu'il va écouter, puis il va juste faire une tête de hérisson qui fait genre bon, c'est bon, ça va, on s'en fout. Tu vois. Mais il m'a dit juste avant qu'on sorte le livre, tu sais, si ça marche pas, faut pas que tu le prennes pour toi, c'est pas grave, c'est pas les livres qui sont les meilleurs qui marchent forcément, etc. Et j'étais surprise qu'il me dise ça parce que en fait on en avait jamais parlé, mais je lui ai dit mais moi j'ai l'habitude de faire des trucs chambés dont tout le monde se fout, donc ça me choquera pas outre mesure si il y a 200 personnes qui sont au courant que j'ai fait ça et tout, ça sera juste normal pour moi. Donc c'est vraiment la première fois que je fais quelque chose qui marche, mais c'est de ma faute. Je t'explique. J'espère. C'est la première fois aussi que je fais quelque chose au premier degré. Parce qu'il y a pour moi dans mon état d'esprit une sorte d'auto-sabotage, c'est-à-dire une sorte de pudeur qui fait que
à chaque fois que j'ai entrepris un truc, depuis Mademoiselle jusqu'à Vanessa, en passant par Canal, en passant par mon spectacle, les films dans lesquels j'ai joué, etc., je me suis toujours dit, pas, putain, c'est chambé, je suis trop contente, je fais ça. Je me suis toujours dit, ouais, ça va, c'est cool, c'est marrant, mais on s'en fout, tu vois. J'ai le sentiment que tu faisais toujours un peu des trucs pour rigoler, enfin le côté pour rigoler, c'est ça? Exactement, ça va, on rigole, c'est marrant, tu vois. Mais du coup, tu vois, ça donne envie à personne de... Est-ce que c'est une façon de désamorcer la peur potentielle que ça marche pas ou que ce soit mal reçu? De ouf. C'est sûr que c'est ça, je l'analyse maintenant comme ça, avec le recul. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous qui écoutez, c'est pas une bonne manière de faire. Si vous croyez pas, vous faites croire que vous croyez pas à votre projet, il y a personne qui croira à votre place. Donc mettez-y toute votre énergie, saoulez les gens avec ça s'il faut. C'est pas grave, ils oublieront. Ce qu'ils retiendront, c'est que c'est cool et que c'est joli et que qu'on en parle, quoi. Mais est-ce que pour arriver là, faut pas aussi avoir fait plein d'essais et trouver justement ce truc qui te donne envie? Je sais que moi là, j'ai le Nouvelle École par exemple, c'est vraiment le truc où je suis tellement content que je vais en parler à tout le monde et que si je rencontre quelqu'un au bar à côté de moi qui me dit tu fais quoi, je dis bah tiens donne-moi ton téléphone et je t'abonne et voilà quoi. Et ça c'est la première fois de ma vie quasiment. Non, je faisais ça quand j'étais ado, que je faisais de la musique, tu vois. Ouais. Mais il y a eu plein de trucs que j'ai fait entre temps où j'avais pas spécialement envie d'en parler et peut-être que c'est aussi de trouver le bon truc, tu vois. Et pour ça, t'es obligé d'avoir tous les essais d'avant. En fait, j'ai pas la réponse à cette question parce que j'ai vraiment envie que les gens perdent pas de temps. Parce que je considère que le temps que moi... T'as le sentiment d'avoir perdu du temps, toi? Alors, il était nécessaire. C'est comme un gâteau, tu vois. T'as beau avoir toute la meilleure farine, les meilleurs œufs, si tu le cuis pas, bon, ben, c'est juste de la farine et des œufs. Il fallait que ça soit au four pendant le temps de gestation. Et j'aurais pas eu des choses à raconter si j'avais pas lousé et vécu ce que j'ai à vivre, même dans les endroits les plus sombres et tout. Mais quand même, c'est cool de se prendre un peu au sérieux parfois. Ça veut pas dire se prendre au sérieux, mais faire les choses sérieusement, quoi, et pas abandonner au motif que c'est difficile ou que tu reçois une réponse négative ou je sais pas. Voilà, je pense que... Il y a eu des moments où tu t'es dit j'arrête de faire des choses créatives parce que ça marche pas et que... Une fois. Il y a 2 ans, je crois, et j'étais au téléphone avec Navi, ma BFF. Navi qui est donc ta pote de chez Mademoiselle avec qui tu fais le podcast L'émission où vous parlez de cul, quoi. De cul, ouais, voilà. Et de relations amoureuses. J'étais au téléphone avec elle et j'en pouvais plus en fait. Je lui ai dit j'essaye encore un truc et si ça marche pas, c'est mort, j'arrête. Mais c'était quoi si ça marche pas? Eh ben, c'était le livre. Ah non, le projet c'était le livre. Ah oui, le projet, d'accord. Mais c'était quoi si ça marchait pas? C'est ça le problème, c'est que vraiment tu savais pas. Quand t'as connu la vie de bohème, après c'est difficile de faire autre chose. Déjà, je suis pas foutue de rester à une réunion plus de 20 minutes, donc t'imagines si j'avais dû me lever. Et je dis ça en fait maintenant. Avant, je le disais pas parce que je trouvais que c'était un peu condescendant pour les gens qui ont un CDI ou tu vois des horaires et tout. Mais en fait, je pense que les gens qui ont des horaires, pour la plupart, ils sont contents d'en avoir. Donc du coup, j'arrête de culpabiliser à dire non mais moi ça m'intéresse pas. C'est pas du tout condescendant. Ce que je dis, c'est que moi, mon rythme, il est pas celui-là. Je suis pas une machine de guerre à pouvoir bosser tous les jours avec des horaires précis et tout. Parfois, ça m'arrive de me réveiller et d'avoir une idée à 4h du mat et je suis dépendante de ça, c'est-à-dire qu'il faut que je me lève pour l'écrire, mais par contre après je dors le matin, tu vois. Voilà. T'es un peu en train de me dire que le livre c'était le projet Hit or Miss, quoi. C'est ce qui t'a un peu sauvé la life, c'est ça? Ouais. Mais du coup tu t'es pas mis une énorme pression sur l'écriture de ce truc? Non, parce que moi de toute façon quand j'ai commencé à l'écrire, j'étais encore dans ce truc, ouais ça va, on s'en fout, c'est marrant. Mais c'est grâce à mon éditeur en fait, on a fait un rendez-vous, on se connaissait depuis un moment de loin et c'est lui qui m'a dit mais tu devrais écrire un roman et j'ai rigolé parce que pour moi c'est les gens qui écrivent des romans qui écrivaient des romans, tu vois. C'était pas des gens. D'où ça vient c'est un thème quand même assez récurrent sur ce podcast, mais tu sais il y a une forte autocensure et le côté on a toujours l'impression que c'est les gens qui font les choses qui ont le droit de les faire, tu sais. Alors que logiquement, évidemment, qu'à un moment, ils avaient jamais fait de roman, tu vois, ou ils avaient jamais fait de film. Ou est-ce que c'est le manque d'exemples autour de toi quand tu grandis ou
Ben, je pense qu'il y a de ça, c'est chacun doit rester à sa place dans l'éducation, tu vois, voilà. Ça, c'est quand même très important. L'important, c'est de s'en défaire de ces dogmes-là, mais ça existe quand même, quoi. On peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et puis, je pense qu'il y a un truc, c'est ce qu'on dit avec Navi, on appelle ça le complexe du U. Tu vois un U, tu visualises un U. On a d'un côté un très gros complexe d'infériorité et de l'autre côté un énorme complexe de supériorité. Genre j'ai tout compris, c'est bon, c'est pas la peine. Non mais ne m'explique pas deux fois une chose, c'est bon quoi. Et notre objectif, j'ai l'impression que ça fait une sorte de balancier entre les deux côtés, tu vois comme ça. Et l'objectif c'est d'arriver à peu près au milieu du U pour trouver la sérénité de temps en temps. Mais sinon, on est tout le temps en sinusoïdal comme ça, dans ce U, entre vraiment, je déchire et il y a zéro moyen que personne ne le sache. Et non, mais c'est normal que ça marche pas. C'est pourri, c'était déjà fait 10 fois. Tu vois. Donc, c'est ce qu'on appelle le U. D'ailleurs, Navi, si tu nous écoutes, il faut vraiment qu'on se le fasse tatouer, ce petit U quelque part, parce que là, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé se faire tatouer et c'est vraiment un projet qu'on a depuis longtemps. Voilà. Du coup, est-ce que tu as commencé le bouquin avec ton même style de je me prends pas au sérieux et avec le temps, tu as commencé à te prendre au sérieux? Non, en fait, je finis l'histoire avec mon éditeur, donc il me dit écris un livre, machin. Hein. Je lui dis mais non, moi au max j'écris des nouvelles, tu vois. Enfin, au max, ce que je faisais sur mon blog Marie-Martine Jackson, j'avais fait une série de 5 nouvelles et mais j'avais vu Jésus. Enfin, tu vois, c'est la première fois que je m'autorisais à faire de la fiction comme ça, brute, quoi. Et en fait, ça avait bien été reçu. Et donc lui, il m'a dit non, t'es capable d'écrire un roman. C'est juste des nouvelles à la suite, un roman en fait. Donc à la base, c'est pour ça que en fait, dans le livre, j'ai essayé que les chapitres soient au maximum indépendants les uns des autres, qu'on puisse les lire comme ça, quoi. Et puis après, ce qui m'a motivée, c'est qu'il m'a dit mais tu sais que t'as le droit de parler de Johnny Hallyday dans ton livre. Et comme je suis vraiment fan de Johnny au premier degré, ça m'a calmée. Et je me souviens, j'étais à une terrasse dans le 13e quand j'ai écrit le premier chapitre, qui est aujourd'hui le 2e chapitre. Et je me rendais compte que j'avais des choses à dire et que c'était agréable de les mettre quelque part et de triturer ce que j'ai longtemps ressenti enfin comment dire, moi j'ai souvent le cafard, là moins maintenant, mais j'avais souvent le cafard tout le temps et j'avais besoin que ça s'arrête, tu vois. J'avais donc 32 ans et demi quand j'ai commencé le livre. Ça fait long aussi pour avoir le cafard tout le temps comme ça pour aucune raison machin, alors que tout va bien, tu vois. Donc je me suis pas prise au sérieux, je l'ai fait sérieusement au fur et à mesure. Je me suis dit que j'avais le droit de le faire et encore une fois, moi je pensais pas qu'il allait marcher ce livre. Je me disais juste je le fais pour mes potes, je le fais pour moi et fin. Pour le coup, c'est sûrement une bonne méthode, le faire pour ses potes aussi. De ouf. Parce que c'est toujours ta première audience, quoi. De ouf. Et d'ailleurs, là, sur Instagram, je fais souvent des lives et parfois on discute vraiment de tout et de rien avec les gens qui regardent les lives. D'ailleurs, je les salue. L'autre jour, je me suis dit que ça serait cool de faire si les gens avaient des questions d'écriture ou de trucs, de pouvoir leur filer un coup de main, tu vois, sans que ça s'appelle masterclass ou je sais pas quoi. Hein. Et du coup, on parlait d'écriture et ce que je disais, c'est que parce qu'il y a des gens qui me disaient putain, j'ai lu ton livre, ça m'a trop donné envie d'écrire et tout machin. Et donc j'essayais de donner mes petits trucs, tu vois. Hein. Donc la première chose, c'est d'écrire pour quelqu'un, enfin en direction de quelqu'un ou de voilà. Toi, quand t'écris, t'as quelqu'un en tête. Toujours. Ça, tu changes de personne ou ouais. Ouais, c'est une personne ou un groupe de personnes et ça m'aide en fait de savoir, d'imaginer la personne en train de lire et de dire putain c'est stylé. Quand même. De dire est-ce que ça va la faire marrer, ça va l'émouvoir. De ouf. Ok. Je pense que ça vient aussi du stand-up ça, parce que sur scène voilà, quand on écrit et que t'es tout seul comme un connard chez toi, en train déjà faire marrer ton pote, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et de voir ce que ça donne sur scène, ça donne une bonne perspective, quoi. Donc dans le livre, c'est pareil, et c'est pour ça aussi que on m'a dit que j'avais une écriture très orale. Du coup, je pense que ça vient aussi de la scène, et c'est pour ça que j'ai fait l'audio-livre, parce que je me suis dit, mais attends, mais du coup, peut-être que les gens qui aiment pas lire, ça les intéressera d'écouter.
Et c'est la même histoire, mais juste c'est moins abrupt quoi que de se poser devant un livre qui est parfois un peu austère quoi comme Nouvelle École, disons. Tu peux l'écouter en faisant la cuisine, le ménage, en courant. de ouf. Et ça c'est trop bien. Moi je suis fan des livres audio. Les gens, allez checker les livres audio. Ah non mais c'est trop bien. En plus Audible ils ont des bonnes offres qui sont pas pire chères si tu es consommateur. Je crois que c'est 10 balles par mois l'abonnement et le premier mois gratuit. Après c'est illimité, c'est ça? Ouais voilà, c'est illimité. Donc c'est stylé. Ouais, parce que moi je les achète tous un par un et ça me ruine. Ah bah mais non. Ah oui, je savais pas qu'on pouvait faire ça. je vais être ta comptable, ça va pas du j'ai tout. dépensé trop cher quoi sur Audible. Genre là je commence limite à être en mode je vais aller sur The Pirate Bay et tout. J'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Attends, mais continue parce que ça m'intéresse. Tu avais commencé à te lancer dans des petits tips d'écriture là. Oui, tu disais voilà. 1, écrire pour quelqu'un. 1, écrire pour quelqu'un. 2, il y a vraiment un phénomène qui est universel, c'est que quand tu commences à écrire, t'as une main sur ton stylo et ce que j'appelle l'autre main dans le moteur, c'est-à-dire que tu te branles un peu en écrivant, tu vois. T'es là, genre c'est très empoulé, il y a des adverbes, des participes présents pour aucune raison et tout. Et ça, c'est un truc que j'ai appris, je l'ai pas sorti de mon chapeau, je l'ai appris à l'EJ quand j'ai fait l'école de journalisme à Lille. Et quand on mettait un participe présent ou un adverbe, vraiment, ils étaient capables de nous balancer nos bureaux par la fenêtre, quoi. Donc il faut que ça soit toujours au plus simple, au plus proche. Si moi je dis ça, mais je passe ma vie à faire des métaphores et des images, donc c'est un peu. Mais j'ai appris à faire pour qu'il y ait pas que moi qui le comprenne, parce que sinon, enfin, ça sert à rien, quoi. Tu vois, si t'écris pour toi tout seul, t'as bonne mine, quoi, à la fin. Donc ne pas se branler en écrivant, aller au plus simple et ne pas faire des trucs trop cryptiques. J'ai un type que j'ai lu qui dit écrire pour des enfants de 6 ans. Exactement. Bah c'est ça. On n'est pas de Gennali en fait, donc faut pas. Pourquoi Gennali? Parce que c'était très. Elle avait fait un feat avec Orelsan, à ma grande surprise. Incroyable. Oh, l'album d'Orelsan. Ouais. Non mais. Dédicace. Bonne mère quoi. Ouais, Franchement, Bonne mère, quel chef-d'œuvre, c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai lâché une petite larmichette sur la dernière chanson. Ah non, mais c'est incroyable. Ce que je peux dire, c'est que j'adorerais qu'il y ait un package entre mon livre et l'album d'Orelsan. Ouais. Ça, je serais hyper fière. Là, vraiment. Ce serait le paroxysme, de quoi. Ouf. Ouais. Franchement, je m'en balèque d'avoir un Goncourt si je fais un package, mon livre et l'album d'Aurel. Ok, bah tu lui mettras un petit mot passe sur Nouvelle École en passant. Grave. J'allais te dire un truc, tout à l'heure tu me disais, tu sais, j'ai passé 30 ans à avoir le cafard. Mm-hmm. Moi quand je lisais ton bouquin, je me disais, vraiment, on sent que t'as beaucoup observé la vie, quoi. En fait, c'est un bouquin d'observation, c'est un bouquin de description. Tu décris cette dame qui tient le bar tabac et qui fait la gueule comme quelqu'un qui aimerait qu'on lui demande comment ça va, sauf qu'elle fait tellement la gueule depuis toujours que plus personne lui demande. Et en fait, dans tout le bouquin, c'est des observations comme ça. Et est-ce que le cafard, finalement, n'est pas le revers de la médaille, quoi? Le fait d'avoir le cerveau qui tellement mouline tout le temps, que forcément, il mouline pas toujours que sur des bonnes choses. Ben, c'est ma mère qui dit heureux les simples d'esprit. Enfin, c'est pas elle qui l'a inventé. Je crois que c'est Ronsard ou je sais pas, un gars comme ça. C'est pas Sinsemilia, ça? Mais c'est vrai, il y a un truc. Enfin, moi j'ai quand même du mal de le croire parce que je me dis les gens qui arrivent pas à réfléchir. J'en parle beaucoup avec ma psy en ce moment. Les gens qui arrivent pas à réfléchir, ils doivent se sentir bloqués en eux-mêmes, bloqués. C'est bon que tu l'aies fait et que c'est pas été moi qui. Et ça doit être très dur, quoi. Ça doit être long de se dire, je sais pas, tu vois. Est-ce que t'es sûr? Est-ce que ça se trouve juste ils se posent pas la question? Je sais pas. Je sais pas, moi j'ai des potes justement de là où j'ai grandi, j'ai vraiment le sentiment que pour le coup ils s'en battent les couilles, quoi. Tu vois, ils se disent pas alors que moi pour le coup je suis là, attends, pourquoi la terre, le soleil, est-ce qu'il y a plus de morts ou de vivants, mais tu vois, et du coup j'ai du mal à dormir. De morts. Plus de morts, hein. Si on fait un ratio, c'est sûr. C'est un truc inné, ça, ou c'est à cause des parents, ou c'est, tu sais, moi, c'est vraiment c'est une question que j'avais posée à Flaubert, et il me disait, j'ai pas envie de théoriser là-dessus parce que j'en sais rien, mais parce que lui, c'est pareil, tu vois. Ça se voit à travers tout son travail que il observe, c'est visuel, tu sais. J'arrive pas trop à savoir d'où ça vient, ce truc. Pourquoi il y a des gens qui observent beaucoup comme ça. Mais toi, tes parents, ils sont comme ça ou pas? Ils sont un peu splénétiques. Ouais, et, mon père à fond. Ouais. Donc, il y a une part de réponse là-dedans. Je suis sûre que quand on a
encore une fois, je suis désolée de m'auto-citer, les gars. Hein, c'est vraiment. Non, mais on peut. Quand on appartient au monde sensible et qu'on sait pas quoi en foutre, que ça nous dégouline de plein les mains comme ça, c'est pas facile, quoi. T'as vraiment. Plus tu prends conscience. Je vois là récemment, je passe du coq à l'âne. Je vois que Audrey Vernon, qui est une copine qui est comédienne et qui fait des super seuls en scène, c'est incroyable. Là, elle s'intéresse en ce moment à l'écologie et elle pète un câble. Je la vois. Dire des trucs, mais vraiment, elle regarde loin en disant mais on va pas y arriver en fait. Donc plus tu prends conscience et plus t'es splénétique et plus t'es inquiet quoi. Le tout c'est que nous on a vraiment de la chance dans nos métiers de pouvoir le transformer en quelque chose. Soit sur notre état d'esprit, soit sur des solutions si on est plus malin. Moi, je suis pas aussi maline que ça, mais en tout cas, tu vois, de poser quelque part ce qui existe et que du coup, les gens se reconnaissent, c'est important. Et oui, alors attends, je vais chercher un café. Parfait. Non, ça va. Ça, c'est cut, join. Ça va. Attends, moi, je veux bien un café, moi aussi, du coup. En plus, ça fait chier parce que j'allais arriver avec une question vraiment, vraiment très stylée. Parfois, je me branle sur mes questions qui arrivent. Je me dis, là, j'ai vraiment un truc qui arrive. J'essaie de me retenir de faire des phrases podcast dans mon podcast. Dire, mais alors, est-ce que ce n'était pas la quintessence de votre existence qui se manifestait? Chaque fois que les gens disent passer du coq à l'âne, j'ai l'impression qu'ils vont dire passer du coq à light. Ouais, c'est clair. Ça, c'est parce qu'on a été mal appris. Oui, donc, oula. Les voisins s'engueulent. Non, les voisins sont des enfants. Les voisins sont des enfants. Ils sont mignons. Je les embrasse. Maxime et Lucas. Dédicace. C'est le podcast dédicace. Qu'est-ce qu'on disait? C'est toi qui avais une question quintessence. Putain, tu l'as oublié. Tu dis le monde des sensibles. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une première étape là-dedans qui est de se reconnaître du monde des sensibles, de s'accepter du monde des sensibles et de ne pas se dire je suis pas normal parce que je suis, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, c'est sûr. Est-ce que toi, tu t'es dit rapidement je suis quelqu'un de sensible, je vais devoir faire quelque chose avec ça, m'exprimer, ou est-ce que tu t'es dit pendant assez longtemps je suis bizarre, dépressive, je réfléchis, enfin tu vois ce que je veux dire? Si tu veux, encore une fois, à cause du fait que quand j'étais ado et enfant, je vivais dans un endroit où la réflexion n'avait pas lieu d'être, j'aurais adoré être Daria ou m'identifier à Daria, ou tu vois, toutes ces meufs cheloues, chamées, là, mais pour qui le chelouisme est une plus-value. C'était pas du tout ça, donc du coup juste je fronçais les sourcils, j'écoutais Lunatique et en gros je volais dans les sacs et dans les magasins et je me disais genre vas-y, je m'en bats les couilles là, tu vois. Non, c'est venu plus tard de me dire en fait C'est venu quand? Il y a pas très longtemps finalement. Peut-être je dirais il y a 3-4 ans quand j'ai rencontré mon gars. Et oui, je connaissais un peu son travail, mais pas tant que ça finalement, et c'est cool que j'ai découvert à ce moment-là parce que je me suis dit mais c'est chambé, ça existe, c'est un garçon qui me ressemble et du coup à qui j'ai le droit de dire là je sais pas, je suis un peu je suis bleu dedans, tu vois, je sens que j'ai l'intérieur bleu marine, un peu pas ouais, parfois j'avais l'impression que attention, tu peux me gifler à un moment donné si tu trouves ça trop loin. J'avais l'impression d'avoir que à la place de mon sang, il y avait Madame Rêve de Bachung qui coulait, tu vois. Madame Rêve, tu vois, un peu comme si t'as la grippe, un peu comme ça. OK. Donc ça, c'était agréable de l'accepter. Donc oui, il faut l'accepter. Après, le travers dans lequel on peut tomber, c'est d'en jouer, tu vois. C'est de dire non mais moi je suis sensible, je suis différente, non je suis comme tout le monde, enfin il y a aucun il y a je sais plus qui m'a dit après avoir lu mon livre, mais c'est pas toi, non je crois pas que ce soit ça te fait pas chier que y ait des gens qui te disent je vis la même chose, ça te fait pas chier de pas être singulière? Mais mon Dieu, mais non, enfin au contraire, ça me fait trop plaisir de me sentir dans une masse fourmillante, tu vois. Pour moi, c'est ça la foi, c'est l'énergie de plein de personnes tournées en un même point. Et le même point, c'est nous, c'est l'humain, c'est la sensibilité et c'est la vie, quoi, tu vois. Punchline, là. Allez. En fait, il y a un autre truc, c'est
si on lit ton bouquin, si je me fie à peu près plus ou moins aux dates, au début de ta vingtaine, t'enchaînes plus ou moins les jobs un peu ingrats, que ce soit hôtesse de caisse ou et t'as l'air de, tu sais, tu dis toujours dans le livre, j'essaie de trouver, enfin pas du sens, mais qu'est-ce que je dois faire en fait. Qu'est-ce qui a permis à un moment que tu sortes de là où t'habitais et que tu viennes à Paris? C'est un gars que j'ai rencontré en 2006. On s'est rencontrés sur Skyblog. La base. Et c'est bien parce que c'est vraiment un épisode nostalgique là. Où on met les références, etc. Et lui, il voulait, il était en fac d'histoire et il savait qu'il voulait écrire ou devenir journaliste ou faire quelque chose autour de ça. Et il m'a dit, mais moi, je vais faire le concours de l'EJ. Et je savais pas ce que c'était déjà de base. Et puis surtout, il m'a dit, mais tu devrais le faire aussi. Enfin, il m'a vraiment motivé à le faire. Et à l'époque, je louais des voitures à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Et j'ai donc envoyé une lettre de motivation à l'UEJ. Moi, je voulais aller à l'UEJ Radio à Montpellier. Et la meuf m'a rappelé qui faisait les admissions. Elle m'a dit oui, on a bien aimé votre lettre de motivation, mais il faut je vous fais un petit quiz au téléphone d'actu pour voir quel niveau vous avez. Et vraiment, elle m'a posé des questions genre sur les FARC, tu vois. Et j'étais là genre de quoi? Mais je sais même pas de quoi vous parlez. J'étais tellement vexée. C'était horrible. C'était horrible parce que je me disais, mais en fait, vous devriez me laisser ma chance, mais je comprends que vous ne puissiez pas le faire. Mais moi, je travaille 12 heures par jour, donc je peux pas rentrer chez moi et être Hemingway à lire Le Monde, tu vois, dans mon Chesterfield. Ça n'existe pas. Je rentre chez moi, je mange des croustibates et je vais me coucher. Ça, c'est aussi une grosse partie du problème. C'est, t'en parlais tout à l'heure, tu disais, c'est les ducs qui ont le temps de réfléchir. Et il y a un côté, je trouve, qui est très très hypocrite. Enfin, pour le coup, je m'en suis rendu compte parce que moi, j'étais comme ça, je pense avant. Je pense que j'étais vraiment, surtout quand j'ai fini par, finalement, au bout d'un moment, j'ai fini par avoir mes grandes écoles, etc. J'étais très, ouais, non, mais si on veut s'en sortir, on s'en sort. Il suffit de sortir les doigts, etc. Et plus récemment, je complètement viré de bord là-dessus. Et en fait, je trouve que c'est ultra hypocrite de dire que soit les gens sont des fainéants, que soit, tu vois, alors qu'en fait, c'est juste, on n'a pas les mêmes chances. Moi, je sais que j'ai grandi dans un village et un truc qui ressemble pas mal à ce que tu décris. Mais il y avait une différence gigantesque avec tous mes potes. C'était que moi, j'avais de la famille à Paris. Et du coup, il y avait un tunnel de possibilités qui était toujours ouvert. Et je savais que ça existait. Eux, ils savaient pas que ça existait. Du coup, leur champ des possibles, ils s'arrêtaient à la ville avec l'usine où toute la ville bossait. Et comment tu veux que ces types-là, mais même, ils peuvent même pas le vouloir. Parce que c'est impossible, tu vois. J'ai des frissons et je suis en carchial là, vraiment. Ça me rend ouf. C'est pour ça que quand attention, ça va devenir politique. C'est pour ça que quand notre gouvernement dit genre les chômeurs avec leur allocation, ils partent en vacances. Vraiment, ouais, mais ça, je suis d'accord que c'est scandaleux. Mais bande de fils de chiens de la casse. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est de vivre avec 700 balles à 3 par mois? Non. Alors vraiment, mais je te jure, hein, je me politise instinctivement, mais sans vraiment savoir trop comment l'utiliser encore. J'espère que ça viendra. Je te dirai la prochaine fois qu'on se voit. Mais vraiment, ça me rend ouf, en fait. Personne n'est fainéant. Les gens, ils ont juste pas les armes pour comprendre ce qu'ils ont envie de faire. C'est pas avec un conseiller d'orientation en troisième ou qui de toute façon te dit d'aller fabriquer des toilettes en plastique. Oui, ou c'est ça. Moi, je sais qu'au collège en troisième, peut-être que c'était au lycée, il y a un moment où j'étais pas très bon parce que je faisais rien. Et il y a des conseillers d'orientation qui m'ont montré les trucs de l'ONICEP avec les 5 couleurs. Ils te disent choisis une couleur pour ta vie, quoi. Tu veux bleu, orange. Est-ce que tu veux aller bosser chez Jardiland ou tu vois. Et moi, j'ai pas dit oui parce qu'en fait, je savais au fond de moi, même si j'y réfléchissais pas à l'époque, je savais qu'il y avait des possibilités. Et du coup, je refusais ce truc, un peu comme, tu sais, comme tu parlais tout à l'heure du fait que toujours un sentiment de supériorité un peu. Ouais. Genre c'est bon quoi. Je m'en sors pas, mais je vais m'en sortir, c'est sûr. Mais les autres, ils peuvent pas faire ça. Enfin, si t'as pas c'est pas du tout une question de compétence ou c'est une question de perspective en fait.
Alors, quelles sont tes perspectives? Est-ce qu'elles sont ouvertes? Est-ce qu'elles sont larges ou est-ce qu'elles sont restreintes? Ouais. Et c'est ça le vrai boulot à faire. Ah, c'est pour ça que je trouve que ça défonce ton livre. Bim, compliment, tac, j'enchaîne. Merci. Parce que ça rentre, je trouve, dans ce travail de dire aux gens, il y a autre chose, quoi. Il y a des perspectives, il y a des possibilités, tu vois. C'est pour ça que je te disais que je voulais offrir ce livre à ma petite sœur, qui pour le coup a pas mon côté de la famille qui est à Paris, elle. Ça veut pas dire qu'elle sait pas qu'elle peut faire des choses, mais enfin, tu vois, je pense qu'il faut vraiment que les gens puissent, qu'on puisse aider les gens, tu sais, à savoir qu'ils peuvent faire des choses. Bien Et sûr. c'est pas en leur disant vous êtes des gros branleurs. Mais non, mais Attendez, vous les gars, vous touchez le RSA. Tu vois, je veux dire. t'es pas large avec un RSA. Ouais, c'est ça. C'est pas comme si avec le RSA tu te la coulais douce, quoi. Mais Et puis surtout, exactement. moins t'as de moyens, plus tu dépenses ta thune dans des trucs de merde Ouais. qui sont faits pour les gens comme toi qui ont pas de thune. Enfin, tu vois. Genre une Senseo. Ouais, je suis je- hallucinée de voir le nombre de gens de ma famille qui sont vraiment pas très riches et qui changent de Senseo tous les ans. Je suis là genre, mais les gars, ça ne sert à rien, putain. C'est vraiment un cercle vicieux de consommation pour être tout bien comme tout le monde et avoir l'impression d'être dans une organisation clanique. Donc d'avoir sa machine qui est posée dans la cuisine, donc de montrer une certaine idée de richesse à l'intérieur de chez toi quand des amis Ouais, viennent. mais parce que quand c'est tout ce que t'as dans un sens, enfin, tu vois, il y a forcément un Mais moment où tu. Je suis tout à fait d'accord. C'est juste que je critique pas enfin, mes parents sont les premiers à acheté tous les trucs, à avoir tous les appareils de chez Aldi, la raclette, la Pierrade, les machins, tu vois, tous les trucs, enfin, tous les signes qui montrent concrètement que tu possèdes quelque chose. Et, moi, je serais plutôt pour qu'on fasse des réunions. D'ailleurs, j'étais pas allée au truc à République, là, le machin Free Hug, je sais pas quoi. Je sais pas. Bon, bref, il y avait, ça s'est fait quelques fois à République. Il y avait des gens qui se rassemblaient pour juste rester ensemble. Et encore une fois, ils réinventent la foi. Le fait de se rassembler juste pour se tenir la main. Et enfin, moi, les manifs, ça me fait chialer à chaque fois. De toute façon, à chaque fois que je traverse une manif, tu vois la connasse qui est en pleurs au milieu de oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Vraiment, il faudrait pas C'est que la communion des gens qui Ah te non, fait, mais- qui t'émeut, c'est ça? c'est ouf quoi. J'habitais à Lille et il y avait toutes les semaines il y avait des sans-papiers qui défilaient, qui manifestaient dans les rues de pavé de Lille et ils chantaient, ils dansaient et tout et c'était fou parce qu'il y avait une communion incroyable quoi. C'était la vie, c'était vraiment la vie. J'arriverai pas à l'expliquer mais j'ai regardé un secret d'histoire sur Jésus qui était hyper intéressant parce qu'en gros je pense que les cathos ils se sont tombés dans les pommes en regardant ce truc parce qu'ils disaient ils expliquaient qu'en fait à la base Jésus on avait mal interprété ce qu'il disait parce que l'homme existait tu vois et que lui ce qu'il disait c'est non mais vous pouvez avoir la foi en vous tu vois c'est un autre délire que vous pouvez avoir la foi en Dieu et le pape et la compagnie créole tu vois et tu vois ce que je veux dire Exactement, oui, bien sûr. bon bref si vous avez pas compris envoyez-moi un DM On était sur quoi là? tout On était sur tout, mais là on a complètement digressé. Alors, je reprends mes notes. Maintenant que tu as sorti le bouquin, en fait non, c'est pas exactement ça. On a parlé de comment tu es plus ou moins sorti de Ouais. là où t'étais, que t'es arrivé à Paris. Bon, il y a pas mal de chapitres dans ton bouquin qui sont marrants, qui parlent de ça, notamment un où t'es en boîte, un où t'es avec un plan cul, tous ces trucs de gens qui arrivent à Paris, je trouve. Et quand t'arrives à Paris, tu dis tu devrais avoir le droit d'avoir un ami imaginaire, tu sais. Et c'est vrai. Et j'ai le sentiment que une fois que t'as réussi, ils ont réussi, en fait, que t'as eu vraiment peur d'être bloqué. Et qu'une fois que t'es sorti, maintenant on a l'impression que tu veux tout essayer. dans la vie Ouais. je veux dire ouais c'est pas faux Tu sais, t'as joué dans des films, t'as fait du stand-up. ouais mais ça j'avais commencé avant de comprendre mais là maintenant que je le conscientise c'est vrai que j'ai envie de défendre mes pairs et c'est une grosse avancée pour moi de comprendre que j'ai envie de m'investir pour les autres en m'utilisant moi voilà en gros Ça veut dire quoi ça? en fait, ce que je veux dire, c'est que je veux que le livre il marche, mais pas pour moi. Moi, ça va, ma vie elle est chiant, mais franchement, ça tue quoi. Je suis trop contente. J'ai plus le cafard. J'ai une bonne casserole pour faire des bonnes poêlées de légumes bio. Enfin, je suis bien quoi, tu vois. J'en vais rentrer dans les tiroirs, mais pourquoi t'as plus le cafard? Ben parce que j'ai fait la paix. Je fais la paix avec le fait que parfois ça peut arriver. Et que ça sera forcément transformé, grâce à mon métier, en quelque chose qui pourra faire rire ou pleurer ou servir à quelqu'un.
Donc du coup, c'est vraiment une chance incroyable. Moi, j'ai trouvé le Yum Kum Kum là, tu vois, j'ai trouvé le trésor ultime pour moi en ayant conscientisé ça. Mais ce que je veux faire aujourd'hui, c'est, tu vois là, j'ai pour celles qui ne savent pas, j'ai sorti un court-métrage qui est issu d'un chapitre, donc le fameux chapitre des plans cul. J'ai vraiment bataillé auprès de ma maison d'édition pour qu'on puisse le faire. J'ai eu de l'aide précieuse de plein de gens, Navo, Tom Evrard qui l'a réalisé, Raphaël Kindy qui était en prod. Enfin, c'était une manne de bonne volonté et de gens doués d'ailleurs. Et donc on a sorti ce court-métrage qui a bien marché. Moi, je pensais vraiment que je ferais 5000 vues sur ce truc. Et on est à 60 000, un truc comme ça. Donc, je suis vraiment trop contente. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de concrétiser toute cette sensibilité par le biais d'autres courts-métrages. Donc, c'est-à-dire pas forcément un long métrage. J'ai pas tellement de velléité. Si ça s'avère qu'il y a quelque chose qui me plaît, oui, je le ferai, mais pour l'instant, je veux vraiment rester avec les miens, donc dans l'embarras des cœurs qui battent, et faire d'autres courts-métrages pour les montrer et que ça soit joli et que les gens se disent pendant 10 minutes, ah, c'est cool en fait, ça va. C'est quoi la partie que tu préfères? C'est écrire, c'est jouer, c'est... Oh là là, c'est difficile ça. C'est vrai? C'est vraiment 50-50. Hein. C'est vrai? Ah ouais, de ouf. J'aime tout en fait. Le seul truc que j'aime pas, c'est les corrections. T'aimes bien le premier jet, c'est ça? Ouais, je suis un enfant du premier jet. Comment tu bosses? Tu m'as expliqué que pour écrire, tu pars t'isoler. Tu fais quoi? Tu vas pas du tout sur Internet, du coup, tu écris toute la journée, ça se passe comment? En fait, c'est comme ça que j'ai réussi à intégrer le SJ, donc on revient, on fait un saut en arrière. Quand cette meuf m'a posé des questions, j'étais trop vexée. J'ai rassemblé tout mon courage et mon énergie. J'étais tellement vexée que j'ai demandé à mon boss de me virer, de me faire un licenciement pour pouvoir avoir le chômage. Bon, maintenant, il y a prescription, donc on se fera pas ennuyer par le Pôle emploi, mais j'ai réussi à le convaincre. Il l'a fait. Je me suis enfermée chez moi pendant 2 mois. J'ai fait des fiches de tout. Donc, il y a quand même un côté chez toi où tu te laisses pas abattre, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc nul qui t'arrive, on a l'impression que ça te donne encore plus envie. Oui, c'est vrai, mais pour ça, il a fallu que je me laisse abattre. C'est-à-dire que j'ai fait une grosse dépression quand j'avais encore une fois une vingtaine d'années. Hein. C'est là le nœud du problème. Et j'étais vraiment... Pourquoi c'est que ce moment-là, c'était le nœud du problème? Bah, je pense que c'est quand on devient adulte et qu'on se rend compte on sera pas la fille de ses parents toute sa vie et qu'on pourra pas juste lever les yeux au ciel et attendre qu'on dise à table. Tu vois, il va falloir qu'on se prenne en main, qu'on décide, qu'on fasse des choix d'adultes, J'avais écrit un article il y a longtemps. Je fais des digressions. J'avais écrit un article il y a longtemps. Je travaillais pour Adopte un mec. Je faisais le lab. Donc, je m'occupais du contenu éditorial du lab. Et j'avais écrit un article sur la sodomie où je disais que quand tu te fais sodomiser ou que tu sodomises quelqu'un, t'es plus la fille de tes parents. T'es t'es tout seul sur terre, quoi. Donc c'est toi et personne d'autre qui décide de tout pour que ça se passe bien ou que t'es mal. Et je trouve que la vie, c'est un peu la même chose, en fait. Et donc je pense que c'est pour ça que c'est à une vingtaine d'années que j'ai fait une dépression. Je me suis rendu compte que ça allait être ma sodo à moi, quoi, tu vois. Donc ça peut être vraiment soit l'enfer sur terre, soit vraiment chambé, tu vois. Donc voilà, je suis restée, je dirais 1 an où j'ai arrêté de manger. J'étais parano, j'étais persuadée que les gens voulaient me droguer donc je suis restée chez moi. Je buvais un verre de lait tous les 2 jours histoire de pas clamser et je faisais des pompes contre mon mur en écoutant Noir Désir parce que j'étais trop fâchée. Des visages, des figures. Ouais, c'est ça. C'était l'énorme ambiance à la maison. Putain. Et j'ai repeint ma chambre en orange pour te dire vraiment comme ça allait pas très fort. Tes parents, ils se disent quoi à ce moment-là? Bah, encore une fois, ils faisaient comme ils pouvaient, hein, ouais. Tu vois. Ils s'excusent aujourd'hui de pas avoir vu l'ampleur du problème, mais c'est pas grave. Finalement, t'es plus formé par les gens de ton âge que par tes parents, je trouve. Surtout maintenant qu'il y a Internet. Grave. Le tout, c'est d'avoir de bonnes fréquentations. Parce que, encore une fois, cette histoire de clan, là, on s'organise toujours en clan à partir de l'adolescence pour nous, mais c'est plutôt de l'enfance maintenant, puisque tout arrive plus vite. Le tout, c'est de trouver ton clan et que ton clan soit de bon augure, tu vois. Parce que tu peux vraiment, tu peux te tromper de sortie d'autoroute. Vraiment, si tu veux appartenir à un clan et que c'est pas le bon,
et que t'as pas le caractère encore assez formé pour dire non mais c'est vraiment une mauvaise idée de prendre du LSD alors que on est au bord d'un lac seul et que on boit d'alcool en même temps, tu vois. Vécu? Non, pas du tout. J'ai jamais pris de drogue. Je me suis fait droguer, mais j'ai jamais pris de drogue. Bah ouais, mon gars, tu crois quoi? C'est pas. Tu t'es fait droguer? Eh oui. Épisode GHB. Bah ouais, c'est ça, hein, c'est le dur, hein, c'est la vraie vie. Enfin, je veux dire, c'est terrible, mais. Mais moi, je suis vraiment, en fait, je me rends compte de ma naïveté. Bah, tant Parce mieux. que genre tous les mois, je tombe des nues. J'entends des trucs et je fais quoi? Et bon bah voilà, là encore une fois, par exemple, tu vois, personne m'avait jamais dit, je me suis fait droguer, tu vois. Ouais, non, c'est chaud. Pourquoi t'écoutes pas Transfert? Il doit bien y avoir. J'ai un pas encore tout transfert. écouté. Non, mais je sais même pas en plus, mais c'est bien l'endroit où on pourrait. Ouais. Oui, donc voilà. Ok. D'ailleurs, il existe aujourd'hui, je crois. Je sais pas si c'est un hoax ou pas. Je me suis jamais renseignée parce que je suis tellement j'ai tellement de mal à dédramatiser la drogue. Je suis vraiment drogophobe. Hein. C'est terrible. Dès que quelqu'un me fait une C'est blague. à cause de ça? Ouais. Tiens ton verre, j'ai mis un peu de GHB dedans. Vraiment, je suis là, je palpite, je Pas marrant, pleure. Et j'ai engueulé un barman, un copain, il y a 2 mois, en lui disant mais espèce de tarba, tu crois quoi? Tu crois que c'est marrant? Ça te fait rire en fait? Et il était là, oh pardon. Et c'était un gars gentil comme tout et tout. Il disait pardon, c'était une blague. Je dis mais sérieux, mais tu vaux mieux que ça. T'en as d'autres des blagues, non? Enfin, c'est vraiment pas drôle. Bref, je sais pas si c'est un hoax ou pas, mais je sais qu'il y a un vernis qui existe où tu peux mettre ton doigt dans le verre et s'il y a quelque chose de suspect. À quel point c'est répandu ce truc-là? Enfin, à quel point c'est fréquent, quoi? Ben, je peux parler que de mon expérience, mais en tout cas, ça l'est. Malheureusement, parce que il y a des gens qui considèrent que ils ont pas envie de draguer au point d'arriver à leur fin. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ouf. C'est ce que j'avais fait un sketch là-dessus. Je pense que je vais l'intégrer dans mon 2e spectacle. Je disais franchement, bon, je parlais plutôt des agressions sexuelles, mais je faisais un parallèle aussi avec le GHB. C'est franchement, arrêtez de nous violer, quoi. Demandez, sérieux, quand on voit des fois les gens qu'on s'est tapés, peut-être il y a moyen sur un malentendu. Donc, c'est pas la peine. Ah, on a un invité surprise. Je vais lui ouvrir. Oui. On allait parler de la fin. Ouais, attends, on essaie de rapprocher. Franchement. GHB, vernis. Ouais, on était là. Alors, oui, c'est mieux. Que disent... Ouais, donc là tu manges. C'est le podcast le plus professionnel de la Terre. C'est. Bah non, mais tu sais, ça me fait penser à la photo là avec Brassens, Brel et machin qui fument comme des pompiers. C'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près la même scène. Ah oui, parce que on a que Marc. Le même genre de grandeur. Qui nous a rejoint avec oui. des. Bonjour Kemar. Ça, tu peux leur. Bonjour à Nouvelle École, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Vous connaissez le jingle. La Nouvelle École. Putain, Bruno de Fun Radio, quoi. Exactement. Bruno te fait doubler ton salaire. Mon Dieu, je sais plus du tout où on en était. Non, mais donc, en gros, les expériences les trucs difficiles que tu vis ou pas marrants, c'est forcément, si tu les vis, tu les vis. Je veux dire, c'est ta maison. Si ta maison, elle a une fuite, tu fuis pas. Tu la répares. Donc là, c'est pareil, en fait. Ne fuis pas, essaye de réparer comme tu peux. On parlait vraiment de ça? Ouais. Ok. Tu sais ce qu'on va faire? Puisqu'on a fait n'importe quoi. Je t'écoute. On va trouver un moyen de finir cet épisode en beauté. Ok. On a parlé de tout ça. Ok, on va commencer par un truc simple et on va finir par un truc basique. Oh là là! C'est une machine de guerre. Tu sais, tout à l'heure, je te disais maintenant que tu commences à faire plein de trucs, on a l'impression que tu as envie de tout faire. Est-ce que des fois, tu as peur de t'éparpiller? Non, c'est fait là. C'est déjà fait. Déjà éparpillé, tu veux dire? Ouais. Avant? Ouais. Ok. Oui. Comme je faisais les trucs pour rigoler, je faisais tout ce que j'ai envie de faire pour rigoler. Là, maintenant, j'essaye de commencer un truc et de le finir. Et de me donner les moyens de le finir. Ça vient aussi avec l'assise d'avoir travaillé beaucoup pour rien. Donc là, maintenant, quand je commence un truc, je me dis non, mais attends. Pourquoi ça veut dire quoi, travailler pour rien? Parce que, tu vois, je commençais des projets, je les finissais pas, ou je les faisais à moitié.
Genre, j'avais envie, il y a 1 an ou 2, j'avais déjà envie d'ouvrir ma chaîne YouTube, par exemple, avec un concept que je trouvais super à l'époque, mais c'était ni fait ni à faire. Ça s'appelait Crypto Twerk. Donc, c'était des meufs qui twerkaient avec des masques de personnages politiques, avec des discours en fond mis en musique, des discours politiques dégueulasses mis en musique, tu vois, genre un peu électro et tout. Je sais pas pourquoi je voulais faire ça, mais j'avais juste l'intuition que ce serait marrant. Et du coup, je me prenais la tête, tu vois, je voulais imprimer des masques et tout, machin. Après, je me suis dit, ok, est-ce que c'est vraiment urgent comme projet? Et en réalité, non. Bon, alors j'ai toujours envie de le faire, je le ferai peut-être à un moment donné, mais quand j'aurai bien ficelé mon pitch, tu vois. Parce que là, c'est marrant de le dire, mais en fait, ça rendra certainement rien à l'image de faire ça. Mais par contre, le pitch, je vois bien qu'il est super, tu vois. Quand je dis ça, les gens disent, ah ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est Navo qui dit que genre les idées c'est un peu comme les drogues et que quand tu l'as t'es hyper content, mais qu'ensuite t'en parles à tout le monde et parce que le fait de le faire c'est hyper relou. Grave. Ouais, il faut se forcer à finir les trucs pour avoir la fin du projet qui est cool. Aussi, c'est la partie au milieu qui est chiante en fait. C'est F, toutes les notes. Attends, je vais voir si j'en ai pas une. Toutes les notes que t'as dans ton téléphone où il y a juste une phrase. Et alors, attends, je regarde vite fait. Oui. Voilà. Enfant maltraité qui veut réussir. J'ai juste, voilà, dans cette dernière note, sortir un Moleskine en e-book et sous-marin cuistot. Donc, sous-marin cuistot, je sais pas, peut-être pour interviewer un cuistot, tu vois, mais en fait, ça sert à rien d'aller au bout. C'est bien en note, mais. Donc maintenant, tu t'essayes de focus et finir les trucs que tu commences en fait, c'est ça? Et je vois que quand je le fais, ça marche. Donc, c'est stylé. Là, et pour finir, tout à l'heure, tu m'as dit qu'à un moment, j'ai sorti des nouvelles, c'est ça? Ouais. Et pour moi, c'était l'apogée, quoi. Je me disais, je suis allé aussi loin que je pouvais aller, quoi. Je peux pas aller plus loin que ça. Bah maintenant, évidemment, tu as largement dépassé tout ça. Et c'est quoi, du coup, le prochain truc que tu as envie de faire qui te paraît être la limite de la limite, tu vois? Ah putain, c'est une bonne question. Je sais même pas, en fait. Saint Graal. Quel est... Hein? C'est ça que tu veux dire? Qu'est-ce que... Une sorte d'ascension d'Everest? Exactement. Ah, il est fort, putain. Je crois que j'ose pas me l'avouer, mais en effet, continuer à faire ce roman en vidéo, je crois que ça me plairait. Si tu pouvais faire plus de chapitres, ouais, si tu pouvais faire un Kiss Kiss Bang Bang, mais que t'as dit que t'avais peur que personne participe. De ouf. Bon, on participera. Hein. Ouais, ça me fait trop Nouvelle peur. école participera. Tous les gens qui écoutent. On est 5. Non, mais pour moi, tu vois, je sais pas si t'as suivi l'épisode je sais plus si c'est sur quelle plateforme, mais il y a Patrick Beau qui a fait, donc Axolot qui a fait qui a lancé un Ulule ou un Tipeee ou un Kiss Kiss Bang Bang. Je fais comme à la télé, j'en cite 3 pour pas avoir de problème, tu sais. Et qui a atteint genre 400% de son objectif en 24 heures. Et je suis là genre, waouh. Ah, c'est vraiment stylé. Non, mais faut trouver des mecs qui ont hyper bien fait, ou des filles, hein, pardon, inclusif, qui ont hyper bien fait ce genre de campagne. Et en fait, je pense que c'est beaucoup plus faisable que ce qu'on croit, tu vois. Oui, je pense que c'est toujours la peur tu fais ton anniversaire et t'as peur que personne vienne, en fait. Oh putain, c'est clair, c'est exactement ça. C'est tellement ça. Mais moi, j'ai encore l'impression d'être une guignolette, tu vois. Moi, je fais plus d'anniversaire, de toute façon. Quelqu'un m'a dit récemment. Il y a cette peur de l'anniversaire, là, que personne ne vienne. Je sais plus qui, mais en effet, oui, ça a l'air d'être un truc très répandu. Ouais. Moi, pour ne pas faire ça, je n'ai absolument pas fêté mes 30 ans, merci. Ah, ça me fend le cœur d'entendre ça. Parce qu'en fait, je mérite pas, je suis une ordure. On en parlera dans le deuxième chapitre. Je te fais participer parce que sinon, ils peuvent pas savoir que tu dis ça. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. Terrible ce que tu dis là. Ça me fend le cœur, je te jure. Hein, j'ai envie de te faire une blanquette. Voilà. Ah. Ok, et alors je vais te poser la dernière question, question ultime. Attends, est-ce que c'est vraiment celle-là que je veux poser là? Oui. La ultima pregunta. La ultima pregunta, ouais, qui sûr, est, c'est qu'est-ce que tu dirais à SML à 20 ans?
Ce que j'ai écrit à la fin. Je sais, mais ok. Donne-nous la version un peu condensée, nos spoilers, mais en même temps qui tease, qui donne envie. Ma chérie, n'aie pas peur. Et t'inquiète pas, ça va aller. Je vais chialer, je suis capable. Ouais, là on est en audio. ou alors pleure, mais mais-y le son, quoi. Ouais, c'est comme dans quand ils sous-titrent sob, tu Ouais. vois. Sobbing. Ouais, non, t'inquiète pas, ça va aller. Franchement, fais-toi confiance parce que c'est vraiment te faire affront que de pas te faire confiance. Eh bien, merci beaucoup, Merci Sophie-Marie Larouille, d'être venue sur Nouvelle École. C'est cool. Où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à toi ou qui s'intéressent à ton livre? Donc ton livre, je rappelle, c'est L'Art de la guerre 2 aux éditions Flammarion. Et où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à ce que tu fais ou qui veulent en savoir plus sur toi? Alors, tu peux les envoyer. J'ai un site qui est chambé, qui s'appelle sophiemarielarouille.fr. J'ai hésité avec .ru, mais c'était pas dispo. .sal. J'ai un pote, il a fait une chaîne YouTube qui s'appelle Le Règlement. Et son site internet, c'est lerèglement.sal. J'adore. Ça, c'est drôle. Ça marche, Ouais, parce que c'est .sale, je pense, tu vois. Mais faut pas avoir un truc. FR, tout ça, c'est un pays, quoi. Oui, mais en fait. Désolé, je jette un caillou dans la mare. Non, mais en fait, il y a aussi des extensions. Par exemple, .com, c'est pas un pays, et t'as aussi .biz. Ouais, tu vois, donc en fait, t'as plein de. Je vous laisse ça là-dessus. Et donc sophiemarielarouille.fr. Mon site ou ma chaîne YouTube éponyme. Et sinon, vous pouvez vous procurer le livre soit sur les plateformes inhérentes ou chez votre petit libraire, ou alors en audio sur audible.fr. Et prenez un abonnement, ne faites pas l'erreur que je fais de clair. payer tous mes bouquins 25 €. Et franchement, si vous n'avez pas de thunes, je sais ce que c'est, donc envoyez-moi un DM sur Instagram. Franchement, on s'arrange. Je préfère que vous le lisiez pas plutôt que vous le lisiez pas, je préfère qu'on s'arrange. Et ben voilà, tout est dit. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà, bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone. Cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles. 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut!